taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Maurice Dion, bonjour. Bonjour, Bayoumar. Vous êtes juriste enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Bayoumar. Je remercie également tous les auditeurs de la radio Sud FM et tous les auditeurs de l'émission Objection. Alors, hommage de la République à Mamadou Badio Camara. Le président Bassirou Diomaye Faye parle d'un homme qui aura consacré l'essentiel de sa vie à la République, au droit et à la justice. Le président Cheikh Tidiane Coulibaly, président de la Cour suprême, pour qui on retient de Mamadou Badio Camara un serviteur exemplaire de l'état de droit et d'un magistrat compétent. Oui, inspirant, non, une telle expérience d'un homme qui a aussi marqué son temps et son époque. C'est une expérience inspirante, c'est aussi une expérience qui nous renvoie à cette difficulté inhérente à l'exercice ô combien exaltante de ceux-là qui sont chargés, qui sont censés dire le droit, qui, comme vous le savez, est un attribut divin que de rendre justice. Et aujourd'hui, la disparition de ce grand homme nous laisse quelque part dans la tristesse, mais également nous sommes consolés par tout le legs qu'il a eu à laisser au Sénégal, notamment à travers le rôle crucial qu'il a eu à jouer lors de ces moments décisifs, ces moments historiques traversés par notre pays à travers l'organisation de l'élection présidentielle de 2024 avec tous ces rebondissements rocambolesques. Alors, tous ces rebondissements, vous l'avez dit, justement, il y a allusion à la présidentielle passée lorsqu'il était question de donner des décisions qui répondent justement à l'attente des populations parce qu'on était à la veille du scrutin présidentiel et tout ce que cela comporte comme difficulté. Comment avez-vous apprécié le rôle du président qu'il a été, mais de l'institution qui est le Conseil constitutionnel? Je dois dire que le Conseil constitutionnel a joué un rôle fort important, qui est un rôle de régulation, mais il faut dire que ce rôle de régulation du Conseil constitutionnel n'est pas nouveau parce que déjà, lors de sa décision 593 du 2 mars 1993, le Conseil constitutionnel avait déjà mis en évidence une jurisprudence prétorienne. Il avait déjà théoriser le principe de la succession et non du cumul des contrôles, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de refaire le travail global au niveau de chaque échelon, mais qu'il s'agissait plutôt d'un travail de relais et de superposition hiérarchique. Le Conseil constitutionnel a aussi théorisé la rationalisation du contentieux électoral, les questions relatives à l'utilisation des médias publics relevaient donc de l'instance de régulation audiovisuelle, les inscriptions électorales du tribunal départemental et du Conseil d'État à l'époque, aujourd'hui du tribunal d'instance et de la Cour suprême, l'utilisation des moyens et biens de l'État à des fins de campagne était réservée au juge pénal. Le Conseil constitutionnel a aussi eu à dégager un peu le régime juridique d'administration des preuves, des faits constants et avérés dont la matérialité est clairement établie, ensuite des faits de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, et le Conseil a quelque part bonifié également sa jurisprudence avec la création de l'ONEL, en ce sens que les dysfonctionnements qui sont contenus dans les PV des bureaux de vote, lorsqu'ils sont confirmés par les PV de l'ONEL et ensuite de la Sénat, eh bien, le juge accédait à la demande des requérants. Il y a aussi que le Conseil a toujours fait prévaloir la primauté de l'esprit de la loi
sur la lettre et le Conseil ne procédait pas à des annulations systématiques. Il cherchait toujours à reconstituer a posteriori la volonté des électeurs et ne procédait à l'annulation que s'il avait acquis la conviction que la volonté des électeurs a été trahie et de manière telle qu'il est impossible de la reconstituer a posteriori de façon certaine. Mais il faut dire qu'on a eu ensuite un reflux dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel avec ses nombreuses déclarations d'incompétence, notamment dans l'affaire 3C 2005 du 18 janvier 2006, lorsque les députés eux-mêmes ont prorogé leur propre mandat. Et comme vous le savez, c'est une violation manifeste de la Constitution, notamment de l'article 3, qui dispose la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais, qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Et donc ici, le Conseil constitutionnel va estimer que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution et la loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le Conseil ne saurait appelé à se prononcer dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par les textes, qu'il n'a pas le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle. Et ça, c'était très grave parce qu'on se retrouvait dans beaucoup de situations où on n'avait pas de juge. Or, dans un état de droit, tout conflit doit trouver un juge. Le Conseil a eu à réitérer ses déclarations d'incompétence dans plusieurs affaires. Dans l'affaire 1C 2003 du 11 juin 2003, relative au CRAES, dans les affaires relatives à la récusation de certains membres de la Sénat, affaires 1E 2005 et 2E 2005 du 11 juillet 2005. Donc, on voit bien que le Conseil était dans une sorte de reflux jurisprudentiel. Et ce reflux jurisprudentiel était en porte-à-faux avec cette jurisprudence prétorienne à laquelle le Conseil nous avait habitués, notamment en sa décision numéro 593 du 2 mars 1993. Et le Conseil précisait dans cette décision, considérant qu'à titre préliminaire, le Conseil estime qu'après s'être déclaré valablement saisi et malgré le silence des textes, il a l'obligation de se prononcer sur la question portée devant lui, qu'en effet, ni le silence de la loi, ni l'insuffisance de ses dispositions n'autorisent le Conseil compétent en l'espèce à s'abstenir de régler le différend porté devant lui, qu'il doit se prononcer par une décision en recourant au besoin, aux principes généraux du droit, à la pratique, à l'équité et à toute autre règle compatible avec la sauvegarde de l'état de droit et avec l'intérêt commun. Donc, on voit bien que le président Badio Camara a procédé à une sorte de revirement jurisprudentiel, mais qui en réalité est une reconnexion avec la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel, notamment en sa décision numéro 1C 2024 du 15 février 2024, lorsque le président Sall a reporté l'élection présidentielle. Et le Conseil dit dans son considérant 19, considérant qu'au regard de l'esprit et de la lettre de la Constitution et de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel doit toujours être en mesure d'exercer son pouvoir régulateur et de remplir ses missions au nom de l'intérêt général, de l'ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions et du principe de la nécessaire continuité de leur fonctionnement. Donc, c'est à travers cela qu'on a pu sortir de l'impasse, qu'on a pu sortir de l'ornière avec cette élection présidentielle fort controversée qui avait suscité beaucoup de tensions et qui potentiellement aurait pu faire basculer le pays. C'est cela la posture attendue d'un juge dans une situation connue, celle du Sénégal, lui, là également, un juge soumis à la seule autorité, à la seule exigence, celle de la loi, dites-vous. En réalité, les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi et à leur conscience, naturellement. Mais vous savez, la loi, elle est souvent présentée comme l'expression de la volonté générale, mais la loi est souvent
pour ne pas dire toujours, l'expression de la volonté de la majorité au pouvoir. Et dès lors, quelque part, le juge peut être neutralisé dans ses possibilités de dire la loi lorsque celle-ci est en quelque sorte instrumentalisée par les tenants du pouvoir. Si la loi elle-même est injuste ou en tout cas si la loi porte de façon pernicieuse et de façon flagrante les intérêts des gouvernants, eh bien, le juge est neutralisé parce qu'on lui dit qu'il faut qu'il soit soumis à la loi. Et lorsque la loi elle-même est viciée, le juge ne peut faire que l'appliquer. Et en l'appliquant, il sert de caution à à la stabilisation et à la pérennisation du pouvoir de la majorité. Donc, c'est pour vous dire que le juge parfois est dans une position difficile et délicate et qu'en raison de la séparation des pouvoirs, le juge ne peut pas s'impliquer dans la production normative en tant que telle, comme le ferait le pouvoir législatif, mais le juge ne peut que procéder à l'application de la loi et procéder de façon subsidiaire à son interprétation lorsqu'il y a des zones d'ombre ou des situations qui nécessitent son éclairage. Au regard de l'actualité d'aujourd'hui également, pour éviter la répétition, avec ce qui se passe en France, aux États-Unis et également au Sénégal sous un autre regard, alors oui, ce positionnement du juge face à la politique, oui, vous inspire quoi comme réflexion? Je crois que le droit est au-dessus du politique ou de la politique, puisqu'il n'y a aucun secteur de la vie économique, culturelle, sociale, politique ou autre qui échappe au droit. Et sous cet angle, l'expression du professeur Louis Favoreux est fort pertinente. Il parlait de la politique saisie par le droit. Donc, il faut toujours qu'on ait, dans le cadre de la régulation du système politique, un veto des juges sans tomber dans un veto des sages, plus exactement, sans tomber dans le gouvernement des juges. Donc, cette primauté du droit, c'est-à-dire le rule of law, pour parler comme les anglo-saxons, nous amène à cette dimension qui est fort intéressante, qui est la dimension de l'autolimitation de la souveraineté de l'État. L'État qui a la personnalité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à être sujet et objet de droit, mais l'État qui détient aussi la souveraineté comme une volonté qui ne se détermine jamais que par elle-même, pour parler comme Léon Duguy, comme un pouvoir d'autodétermination inconditionné et insubordonné, un pouvoir de droit originaire et suprême, pour parler comme Laferrière, mais cette souveraineté de l'État doit être tenue, contenue dans le droit. C'est la théorie de l'autolimitation et Jean-Jacques Rousseau nous en offre une belle expression. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, nous dit-il. Donc, quelque part, le droit est censé régir toutes les activités humaines. Le droit est au-dessus du politique, le droit est au-dessus des contingences politiques et le droit doit jouer pleinement ce rôle de régulation et ce rôle de canalisation et de catalysation du politique, parce qu'autrement, le politique peut déborder et cela peut entraîner une forme de dégénérescence dans la violence, parce que on dit bien que nul n'a le droit de se faire justice soi-même, que nul n'a le droit d'utiliser la violence dans les relations sociales, et cela donne un sens, un cachet particulier au droit qui doit donc jouer ce rôle de régulation pour assurer la paix, la stabilité et la pérennité de la société. Mais qu'en est-il dans une démocratie? Souvent, de qu'on pense qu'il parle d'abus du juge, on a constaté qu'en France, le débat est d'actualité. Peut-on empêcher à des électeurs d'appliquer un droit qui est celui du vote, tant on sait que justement leur leader est victime d'une décision de justice qui peut l'empêcher de prendre part à une présidentielle? Qu'en est-il d'une telle situation? Oui, je pense que la magie de l'État, c'est d'une part la conciliation du droit et de la force, et c'est d'autre part la conciliation de la légalité et de la légitimité. Les anciens disaient gladius legis custos, l'épée est le gardien de la loi, mais aussi la congruence entre la légalité et la légitimité est source également de stabilité, parce que la légalité, c'est ce qui est conforme au droit au sens large, et la légitimité, un pouvoir accepté et obéi. Mais il faut dire aussi que
eh bien, il peut y avoir parfois des conflits entre légalité et légitimité, mais en tout état de cause, je pense que c'est le droit qui devrait être au-dessus parce que la légitimité à elle seule, parfois, peut être fondée sur des considérations idéologiques et des considérations très subjectives, alors que le droit, comme préoccupation à entretenir les fondements du vivre ensemble, de la paix et de la stabilité, doit être préservé, mais aussi dans sa production, le droit doit l'être de la façon la plus pertinente et en phase avec les objectifs de pérennisation du vivre ensemble. Les situations auxquelles on assiste en France ou ailleurs aujourd'hui avec la condamnation de Madame Marine Le Pen, je crois qu'il y a quand même des voies de recours. C'est le double degré de juridiction lorsqu'on n'est pas content, lorsqu'on n'est pas satisfait d'une décision de justice, le plaideur concerné peut saisir la juridiction supérieure pour interjeter appel et donc voir la décision reconsidérée. Mais le fait que cette possibilité lui soit déniée dans le sens donc de son inéligibilité, je crois que quelque part, c'est une atteinte aux droits et libertés de Madame Le Pen. Et quoi qu'il en soit, quelles que soient ses idées, je crois qu'il faut que le droit soit respecté, le droit soit respectueux des libertés et des droits subjectifs. Je crois que c'est ça qui est le fondement de l'état de droit. Oui, alors prolongé aux États-Unis également avec cette décision prise par le président américain concernant justement les tarifs douaniers. Vous avez suivi quelque part qu'on lui a demandé de respecter la loi. Aujourd'hui, oui, Trump demande justement au juge de se taire parce qu'il n'a pas été élu, contrairement à lui. On est là dans le cadre d'une compétition entre le juge et un président de la République qui serait élu entre la légitimité et la légalité. De ce point de vue, quelle réflexion ce sujet vous inspire également? Oui, je parlais tout à l'heure de l'autolimitation de l'État, c'est-à-dire que les acteurs politiques doivent avoir à cœur de jouer pleinement les règles du jeu démocratique et cela demande une disposition d'esprit, cela demande une culture démocratique, cela demande un enracinement profond psychoculturel des valeurs démocratiques. Et je crois que ça, c'est un impératif catégorique. Lorsque nous n'avons pas cette réalité dans le jeu politique, naturellement, on peut assister à des formes de pouvoir exorbitants et exubérants qui met en péril finalement l'état de droit. Je crois qu'en tout état de cause, l'état de droit doit être préservé par rapport à des hommes qui peut-être sont forts d'une certaine légitimité et qui veulent à outrance piétiner les règles de l'état de droit. Et d'ailleurs, dans la philosophie libérale, on estime que l'homme est par nature mauvais, c'est pourquoi il faut diviser le pouvoir, il faut le neutraliser, il faut le fragmenter pour annihiler potentiellement ses effets néfastes. Et c'est pourquoi on estime qu'il faut une disposition institutionnelle, des dispositifs normatifs qui sont pertinents, qui sont puissants pour canaliser le pouvoir dans le sens qu'il puisse toujours être en phase avec le respect des droits et libertés. Parce qu'autrement, on glisse subrepticement, on glisse insidieusement dans le pouvoir personnel et dans des formes de pouvoir autocratique qui sont préjudiciables à la démocratie. Vous avez dit préjudiciable à la démocratie, ramené au Sénégal aujourd'hui avec l'agenda politique face à l'agenda de la justice. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, justement, est critiqué sur le plan de la gestion des dossiers, lenteur, disent certains, alors que le calendrier de la justice est mené justement par la chancellerie. De ce point de vue, oui, là également, une réflexion s'impose. Je pense que la justice est certes rendue au nom du peuple sénégalais, mais cela ne veut pas dire que la justice est rendue de manière populiste. La justice n'est pas un justicier. Il ne faut pas oublier que l'opinion n'est pas la science. Et comme dit Gaston Bachelard, l'opinion a un droit d'avoir toujours tort. Ça veut dire que la justice ne doit pas fonctionner sous le diktat de l'opinion, parce que l'opinion est par nature capricieuse
est instable, fluctuante et mouvante. Donc, la science du droit, c'est une science. Eh bien, les procédures judiciaires doivent être respectueuses des droits et libertés des mises en cause. Et de ce point de vue, il faut absolument se méfier du populisme parce que, comme on dit, comme disaient les anciens à travers cet aphorisme, summum ius, summa injuria, l'application excessive du droit conduit fatalement à l'injustice. Et il ne faudrait pas oublier également que l'opinion peut être facilement manipulée, comme l'ont exprimé avec beaucoup de pertinence tous les théoriciens de la psychologie sociale, comme Gustave Le Bon, comme Gabriel Tarde, comme Serge Tchahotine, dans Le viol des foules par la propagande politique, publié en 1939, où il parle de cette théorie de la seringue hypodermique. Donc, il faut naturellement se méfier des pressions populaires et populistes sur la justice et que la justice, certes, doit être une justice efficace, une justice diligente, mais aussi une justice respectueuse des droits et libertés des mises en cause, parce qu'autrement, ce n'est plus une justice, eh bien, on entre dans une optique où la justice devient un justicier, devient un bras vengeur et revanchard. Et de ce point de vue-là, on n'est plus dans la justice, mais on est dans le règlement de compte. Alors, nous en venons également au rapport entre la justice et la politique. Des réformes s'imposent-ils pour justement une société stable? Oui, naturellement, il y a des réformes à mener et les assises de la justice organisées par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un mois et quelques après son entrée en fonction, montrent bien que la justice est un pilier essentiel de la société et que l'état de droit doit être nécessairement renforcé parce qu'on a quand même touché le fond avec les épisodes violents et tragiques que nous avons connus entre 2021 et 2024. Et donc, nécessairement, il faut des réformes, réformes par rapport au rôle, au pouvoir exorbitant du procureur de la République, par exemple, qui donc est subordonné hiérarchiquement au garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui lui-même est nommé par le président de la République. Et donc, lorsque dans certaines situations, par exemple, dans les infractions prévues à l'article 56 à 100 du Code pénal, les infractions contre la chose publique, par exemple, eh bien, le juge est le subordonné opérationnel du procureur de la République. Parce que lorsque le procureur demande un mandat de dépôt, conformément à l'article 139 du Code de procédure pénale, par exemple, eh bien, le mandat de dépôt est obligatoire. Et donc, c'est aussi le cas avec l'article 140 du Code de procédure pénale en matière de détournement de deniers publics. C'est comme si on substituait à la présomption d'innocence une présomption de culpabilité parce que, eh bien, il faut le remboursement ou le cautionnement de l'intégralité des sommes ou une contestation sérieuse. Autrement, le mandat de dépôt est obligatoire. Donc, tout cela, c'est des choses à revoir. La diffusion de fausses nouvelles, article 255 du Code pénal, eh bien, tout cela montre qu'il y a dans cette situation aussi de diffusion de fausses nouvelles, eh bien, c'est le mandat de dépôt qui est obligatoire. Le mandat de dépôt est obligatoire. Donc, c'est des situations qu'il faut revoir pour préserver les droits et libertés des citoyens. Il y a aussi beaucoup d'autres aspects sur la justice, les mandats de dépôt systématiques, encore une fois, le rôle exorbitant du procureur de la République qu'il faut limiter pour protéger davantage les droits et libertés, la carrière des magistrats, pour promouvoir le mérite, la compétence, l'intégrité, l'expérience, la transparence dans l'évolution donc de la carrière des magistrats. Tout cela également va dans le sens de renforcer la justice comme service public, qui doit être un service public accessible, un service public adapté, un service public compris dans son expression, dans ses symboles et des lois et règlements qui doivent être également conformes à nos réalités historiques, culturelles, sociologiques. Donc, c'est un vaste projet, un vaste programme que la réforme de la justice, mais qui est un aspect sine qua non de l'affirmation et de la consolidation de l'état de droit
qui est un élément essentiel de notre vivre ensemble. Notre vivre ensemble, dites-vous, mais dans l'un comme dans l'autre, nécessite une justice forte. Oui, la justice doit être, je dis forte, il faut nuancer. La justice doit être respectueuse des droits et libertés et la justice doit être efficace pour perpétuer l'harmonie et l'équilibre, la paix et la stabilité dans la société. Je crois que c'est cela qui est essentiel. Mais si on entend par justice forte une justice à outrance, disons par souci d'efficacité, écrase les droits et libertés des citoyens, on n'est plus dans un état de droit. En ce moment, la justice devient le bras armé du politique. Et je crois qu'il faut s'en méfier. Pour le triomphe de la loi. Oui, mais la loi, elle est mise en place dans un état de droit pour pérenniser et perpétuer un ordre sociopolitique qui est fondé sur le respect des droits et libertés. Parce il peut y avoir des lois scélérates, il peut y avoir des lois injustes. L'apartheid, c'était des lois, etc. Donc, c'est pas, comme dit Montesquieu, une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, elle doit être loi parce qu'elle est juste. Donc, c'est cela. Il ne faut pas donner un préjugé favorable à toute épreuve par rapport aux lois. Les lois sont faites par les hommes. Il faut également les questionner pour qu'elles soient les plus justes possibles et qu'elles soient les plus respectueuses possibles des droits et libertés des citoyens, puisque l'ordre sociopolitique qui est le nôtre est assis sur l'impératif catégorique de préserver les droits et libertés. Alors, faut-il justement considérer à partir de toutes ces explications le rôle du juge comme un rôle de régulation? Oui, le juge a un rôle de régulation, naturellement, mais un rôle d'abord d'application de la loi. Et ce rôle d'application de la loi et de régulation me semble être essentiel, me semble être vital dans le cadre donc de l'état de droit, mais aussi dans le cadre de la régulation de cette pluralité concurrentielle et conflictuelle des intérêts qui caractérise naturellement la société. Et le juge devient cette instance nécessaire qui va donc trancher les différends et faire en sorte que tout le monde puisse s'en référer à lui, mais également qu'il y ait une confiance en la justice, une confiance en la justice parce que cette justice est fondée sur le droit, mais un droit qui est lui-même un droit éclairé, qui est un droit éclairant, mais qui est un droit aussi, encore une fois, c'est un leitmotiv conforme au respect des droits et libertés des citoyens. Alors, comment comprenez-vous, dans le cadre de la reddition des comptes également, oui, que beaucoup pensent quelque part qu'il y a lenteur, mais qu'il faut justement accélérer les dossiers, mais là également pose problème, quelle conception et quelle compréhension devons-nous en avoir? Naturellement, il y a le temps politique et le temps judiciaire. Le temps politique, c'est le temps de l'effervescence, c'est le temps des émotions, c'est le temps de la subjectivité, c'est le temps de l'idéologie, c'est le temps des intérêts particuliers et des intérêts partisans, des intérêts catégoriels. Mais le temps de la justice doit être un temps au-dessus de ces contingences. Eh bien, il doit être transcendant par rapport aux intérêts partisans, aux intérêts des coteries dirigeantes et des chapelles politiques. Je pense que pour qu'une justice soit crédible, pour qu'une justice soit efficace, mais également pour qu'une justice soit juste, permettez l'expression, elle a un effet persuasif ici, parce qu'en réalité, la justice est le seul service public qui porte en même temps le nom d'une vertu, et que donc, si on veut que cette justice soit vraiment conforme à l'idéal de justice, l'idéal qu'elle incarne, la justice, il faudrait véritablement qu'elle soit respectueuse donc des droits et libertés et qu'elle soit menée dans un temps qui puisse lui permettre de se faire dans des conditions qui sont des conditions éclairées, des conditions acceptables, qui nécessitent donc qu'elle ne soit pas sous le diktat du politique ou sous le diktat des injonctions populaires et populistes.
Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, que reçoit Maurice Soudiek-John. Il est juriste, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, Maurice Soudiek-John, vous avez évoqué dans un premier temps justice et légalité, justice et légitimité, justice et politique aujourd'hui. Finalement, faudrait-il dissocier la justice de la politique dans une démocratie? La justice et la politique, c'est deux dimensions qui me semblent complémentaires et essentielles, mais il faut toujours éviter de chercher à instrumentaliser la justice pour des considérations d'ordre politique. C'est là où donc la césure doit se faire. Mais naturellement, la justice est le prolongement du politique parce que le politique, ce n'est rien d'autre que l'organisation du vivre ensemble, l'organisation des intérêts des uns et des autres, l'organisation donc de la société. Et pour que cette organisation soit viable et soit faisable, il faut qu'il y ait la justice qui joue ce rôle de régulation. Donc, sous cet angle, il y a cette complémentarité entre la justice et le politique, mais dans cette relation de complémentarité, il faut éviter une subordination de la justice aux politiques, parce qu'en ce moment, la justice peut être le bras armé des politiques et c'est une dimension qui finit finalement par déconstruire les fondements de l'état de droit. La justice est nécessaire dans une démocratie. D'ailleurs, c'est les deux aspects, même lorsqu'on définit la démocratie chez des auteurs comme David Bintam, il va considérer que la démocratie est constituée autour de trois dimensions essentielles, ce qu'il appelle le triangle démocratique, c'est-à-dire des élections libres, transparentes et démocratiques, un pouvoir justiciable et comptable et des droits et libertés. Donc, c'est une complémentarité, c'est les deux faces d'une même médaille, mais encore une fois, il faut se garder de ce que la justice soit instrumentalisée, instrumentée par le politique, parce qu'en ce moment, la justice ne peut plus être à équidistance par rapport à tous les intérêts en présence et jouer effectivement son rôle de régulation qu'on attend d'elle. Un jeu de régulation justement face à la montée du populisme de plus en plus constaté et constatable. Aujourd'hui, un président qui est élu, qui peut aussi changer les lois, mais de la même manière, la justice qui reste là pour être le gardien du temps. Alors, Maurice, justice, politique et quête démocratique, quel lien et quel entendement devrons-nous en avoir? Oui, je pense que la justice et le politique sont les deux faces d'une même médaille. Je disais que en réalité, c'est des aspects qui sont complémentaires et que la justice est donc le garant quelque part de l'état de droit et que la politique également ne fonctionne pas de façon autonome et a besoin d'être régulée. Même si, encore une fois, la production du droit n'est jamais neutre, il y a toujours une tension permanente et constante entre, d'une part, la politisation du droit et, d'autre part, la juridicisation de la politique. Ça veut dire qu'il y a des fondamentaux qui doivent être respectés, mais qu'il y a également des stratégies d'acteurs qui sont toujours développées pour tenter de tirer des dividendes de l'architecture institutionnelle et normative. Mais l'essentiel, c'est que les fondamentaux soient préservés, que l'équilibre soit préservé entre la politisation du droit et la juridicisation de la politique, parce que finalement, le droit, ce n'est rien d'autre qu'un système d'opportunités et de contraintes, des contraintes qui vont amener les acteurs à accepter les obligations de comportement que pose la loi, mais ce qui ne les empêche pas également de saisir les opportunités que leur donne la loi afin de les déployer à travers des stratégies pour la préservation et la défense de leurs intérêts. De leurs intérêts, mais finalement, comment concilier l'agenda politique de l'agenda judiciaire? Oui, l'agenda politique et l'agenda judiciaire, je pense que c'est deux agendas qui sont différents puisqu'ils obéissent à des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est
ce qui est sûr, c'est qu'il faut respecter les procédures judiciaires, respecter également le pouvoir judiciaire comme un pouvoir autonome, un pouvoir qui ne doit être soumis à aucune pression pour qu'une justice éclairée puisse être rendue. Rendue certes au nom du peuple, mais cela ne signifie pas que la justice doit être une justice populiste, parce qu'en ce moment, ce n'est plus la justice, mais on est dans la situation où se déploie non pas la justice, mais un justicier. Mais oui, là nécessite également la régulation. Oui, le juge doit naturellement dégager une posture de régulateur, d'application de la loi également et de régulation, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Conseil constitutionnel. Lorsque la loi est claire, il faut l'appliquer. Lorsque la loi est obscure ou lorsqu'elle présente des insuffisances ou des lacunes, le juge doit combler ces lacunes et ces insuffisances parce que dans un état de droit, tout procès doit trouver un juge parce que nul n'a le droit de se faire justice soi-même et nul ne peut utiliser la violence dans les relations sociales. Donc, s'il y a des contradictions entre les acteurs politiques et que le juge leur dise ce n'est pas mon problème lorsqu'il est saisi, c'est quelque part encourager le dénouement des différends à travers la violence ou des confrontations qui peuvent être préjudiciables à l'équilibre, à la paix, à la stabilité de la société. Alors, qu'en est-il du rôle de la presse, médias, démocratie et justice? Qu'en est-il? Oui, je crois que la liberté d'expression, c'est une liberté essentielle, c'est une liberté consubstantielle même à la démocratie, puisque la démocratie, c'est deux formes de régulation. D'une part, la régulation institutionnelle et d'autre part, la régulation communicationnelle. Et c'est sous cet angle qu'il faut convoquer les médias. Et de ce point de vue, les médias jouent un rôle particulièrement essentiel dans une démocratie, mais la liberté d'expression ne veut pas dire aussi licence à tout dire et à rire de tout, mais la liberté d'expression, c'est une liberté redoutable qu'il faut exercer avec beaucoup de responsabilités, mais avec toute l'efficacité qui s'y est pour un fonctionnement optimal du système démocratique. Finalement, se joue la problématique de l'éducation citoyenne également à ce niveau. Quelle réflexion? La problématique de l'éducation citoyenne, je pense que c'est essentiel puisqu'il faut d'abord une intériorisation des règles de droit, mais également une intériorisation des valeurs démocratiques. La Rochefoucauld disait de fort belle manière que l'amour de la justice n'est en la plupart des gens que la crainte de souffrir l'injustice. Eh bien, Socrate nous donne un bel contre-exemple qui en même temps en est une expression paroxystique à travers son procès, l'acceptation de se soumettre à une loi, même injuste, pour sauver la stabilité et la pérennité de la société. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi que les citoyens soient prêts à respecter la loi, soient prêts à payer leurs impôts, soient prêts à considérer que le bien public, que le vivre ensemble, c'est des valeurs essentielles qu'il faut préserver et que s'il n'y a pas cette éducation, cette sensibilisation, cette compréhension de ce qui se joue derrière les règles de droit, eh bien, la République est fragilisée, l'état de droit est tout aussi fragilisé. Oui, autrement, le juge reste le gardien du temple. Le juge est gardien du temple, il doit être soumis à la loi, mais il ne faudrait pas oublier que la loi également doit être produite de la façon la plus objective et la plus efficace pour l'intérêt général. C'est extrêmement important. Lorsqu'on légifère, on doit le faire non pas pour des considérations politiciennes, pour des considérations contingentes, mais il faut le faire pour la postérité, il faut le faire dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la stabilité et de la pérennité de la communauté. Et c'est extrêmement important parce qu'autrement, on va avoir des lois dévoyées qui vont neutraliser le juge puisque le juge est soumis à l'application de la loi et cela peut entraîner des dommages qui peuvent affecter fondamentalement le tissu social. Et qu'en est-il justement de liens entre les dirigeants qui incarnent ces institutions? Je vous parlais de ces différentes autorités
à institutions différentes, quelle doit être leur posture dans le cadre justement de la gestion et de la gouvernance des affaires publiques? Il y a plusieurs niveaux d'analyse dans cette perspective. D'abord, la production normative doit être fondamentalement, essentiellement arrimée à l'intérêt général. Ça, c'est un impératif catégorique. Ensuite, il faut essentiellement que les acteurs politiques eux-mêmes développent une pédagogie de l'exemplarité dans le respect des lois et règlements, mais il faut également une sensibilisation à l'échelle de la collectivité pour que le sens du droit soit compris, soit accepté et que le droit puisse en ce moment réguler effectivement les interactions sociales. Par rapport à la perspective, la question elle est posée, la problématique également concernant la démocratie face à une justice qui doit être justement réformée pour l'adapter aux mutations en cours. La justice doit être réformée, mais cette réforme doit prendre en charge deux aspects essentiels. Un aspect qui est relatif à la stabilité, à l'harmonie, à la pérennité de la société. C'est important de mettre le curseur là-dessus parce que sans cela, il n'y a pas de justice qui vaille, mais aussi une justice qui doit être scrupuleusement respectueuse des droits et libertés des citoyens. Je crois que ce sont les deux mamelles nourricières sur lesquelles la justice doit être forgée. L'expérience sénégalaise par rapport à une justice qui reste ce qu'elle est et une démocratie également à parfaire, quelle réflexion pour le futur? Disons une réflexion qui nous amène un peu à mettre en avant l'intérêt national, l'état de droit plutôt que les intérêts particuliers, les intérêts politiciens du moment. Je crois que ça, c'est une dimension prépondérante dans la production des réformes judiciaires, mais il faut que les acteurs politiques acceptent véritablement de jouer le jeu parce que souvent, la rigueur, c'est pour les autres, la justice, c'est pour les autres, le droit, c'est pour les autres, mais souvent, on a du mal à accepter que le droit nous soit appliqué. Aux grands pays, aux grands hommes, mais aux grands actes. C'était cela le sens de l'émission d'aujourd'hui par rapport à un homme qui a joué son rôle, mais aussi qui a marqué son temps et son époque par rapport à la gestion d'une institution. Je parlais du Conseil constitutionnel. Hommage à feu Mamadou Badio Camara, mais également merci à vous, Maurice Soudiekion. Merci beaucoup, Baye Oumar. Tout le plaisir a été pour moi et merci à tous les auditeurs d'Objection sur la radio Sud FM. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'en est tout pour Objection de ce dimanche qui a mis l'accent sur justice et l'égalité. Justice également et politique, mais en définitive, nous avons également parlé de la question centrale de la place et du rôle de la justice dans une quête démocratique. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain. Grand bravo à l'équipe technique. Excellente suite sur la 98.5. Place à présent à El Hadj Malick Ndiaye et son invité. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la sañ a attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé